Le docteur, accusé d'avoir tenté de tuer sa femme lors d'une prétendue attaque à la seringue sur une falaise à Hawaï, essaie maintenant de faire annuler l'affaire. Et je vais vous présenter des arguments très intéressants qui pourraient fonctionner. Nous allons inviter un expert en droit pénal pour en discuter. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, je dois vous parler de quelque chose que nous utilisons ici sur Sidebar et qui, selon moi, pourrait vous être très utile. Il s'agit de Truthfinder, le puissant service de recherche dans les dossiers publics que nous utilisons pour faire des recherches ici, chez Law and Crime. Pour vous, il suffit d'entrer un nom pour obtenir des informations d'adresse et un casier judiciaire, ce qui peut vraiment rassurer. Truthfinder est l'un des principaux services de recherche de dossiers publics aux États-Unis. Avec un abonnement, accéder à des rapports illimités sur presque toute personne. Cela inclut la recherche de délinquants sexuels près de chez vous. Restez informé et consultez les dossiers publics sur Truthfinder Now à truthfinder.com. Barre latérale, LC oblique. Importante mise à jour juridique sur une affaire déjà traitée ici. Et cela concerne l'anesthésiste, le docteur Gerhard Koenig, qui est accusé de tentative de meurtre au second degré pour avoir prétendument essayé de jeter sa femme du haut d'une falaise à Hawaï. Et ensuite, il aurait poursuivi en la frappant avec une pierre et en essayant de lui injecter une seringue. Maintenant, son avocat essaie de faire annuler toute cette affaire. La question est-ce que ça va marcher? Franchement, je ne sais pas. Après cette lecture, on réfléchit et on se questionne. On en parle rarement et ces requêtes sont inhabituelles, mais il pourrait y avoir un élément ici. Nous allons donc tout examiner, analyser les arguments et consulter les nouveaux documents déposés au tribunal. Il y a aussi quelque chose du côté de l'accusation dont nous devons parler. C'est vraiment intéressant, mais évidemment, je ne peux pas entrer dans tout ça sans vous donner le contexte, n'est-ce pas? Nous avons Gerhard et sa femme, Ariel Koenig. Ils vivaient dans une maison de 15 millions dans une communauté privée des montagnes de l'ouest de Maui, à Hawaï selon certains. Ils travaillaient au centre médical mémorial de Maui à Wailuku. Ariel était mère au foyer, mais travaillait aussi apparemment comme ingénieur nucléaire. Des problèmes auraient existé dans leur mariage, Gerhard accusant Ariel d'infidélité. Ce document est une demande d'ordonnance de protection qu'elle a déposée contre lui après l'agression présumée. Nous allons en discuter. Mais dans sa demande initiale d'ordonnance restrictive temporaire, Ariel a accusé Gerhard d'agression et d'abus sexuels, selon la société de presse. Elle a précisé qu'il suivait une thérapie de couple depuis qu'il l'avait accusé d'infidélité. Ces problèmes de mariage persistent. Et ensuite, on arrive au 23 mars 2025, Gerhard Ariel. Ils prennent un vol court de Maui à Oahu pour s'évader, laissant leurs 2 fils avec une nourrice à la maison. C'est pour célébrer le 36e anniversaire d'Ariel. Le lendemain matin, le 24 mars, selon les documents de police, ils partent faire cette randonnée que Gerhard aurait planifiée sur le sentier de randonnée Palipuka. Il faut préciser, et nous l'avons déjà signalé, que ce sentier est fermé. Mais apparemment, ils sont passés juste devant la zone. Panneau de vêtements et Gerhard aurait demandé à Ariel de prendre des selfies, malgré le fait qu'Ariel aurait été nerveuse à l'idée de se trouver là-haut sur les falaises. D'accord. Je vais donc vous lire mot à mot ce qui est écrit dans les documents officiels de la police. D'accord, je cite. Gerhard a insisté à plusieurs reprises pour que Ariel prenne des selfies avec lui au bord de la falaise, ce qui a inquiété Ariel à cause des récents problèmes dans leur mariage. Alors qu'Ariel passait près du bord de la falaise et s'approchait de Gerhard, Gerhard a saisi les épaules d'Ariel et a tenté de la pousser vers le bord de la falaise. Et il a dit « J'en ai marre de ça. Bip, tu es une menteuse, Bip. » Lorsqu'Ariel aurait évoqué leurs enfants communs pour essayer de convaincre Gerhard de ne pas la pousser de la falaise, Gerhard a répondu « Ils n'auront qu'un de nous deux ». Alors qu'Ariel était poussée vers le bord de la falaise, elle s'est jetée au sol pour empêcher Gerhard de la faire tomber. Elle a lutté avec Gerhard en tentant de se défendre. Gerhard s'est alors retrouvé au-dessus d'Ariel, la maintenant au sol d'une main. Gerhard a sorti une seringue et un flacon de son sac. Ariel lui a arraché la seringue et l'a jetée au loin, puis a crié à l'aide. Ariel a décrit le sac à dos comme un sac noir à une seule bretelle de la marque Patagonia que Gerhard emmène habituellement au travail. Alors qu'ils continuaient à se débattre, Gerhard essayait sans cesse de tirer Ariel vers le bord de la falaise pendant qu'Ariel criait à l'aide. Ariel continuait de rappeler à Gerhard leurs enfants et ses parents tout en le suppliant de se calmer, alors qu'il semblait peut-être prendre une autre seringue dans son sac à dos. Gerhard s'est calmé un instant avant de ramasser une pierre près de la tête d'Ariel et de frapper Ariel à la tête, au visage et à la main avec la pierre. Environ 10 fois.
Utilisant son autre main pour saisir les cheveux d'Ariel et lui frapper la tête contre le sol pendant qu'elle criait à l'aide, Gérard continuait de la frapper à plusieurs reprises avec la pierre. Deux randonneuses se sont approchées de la zone, interrompant l'attaque de Gerhardt, ce qui a poussé Gerhardt à se lever et à s'éloigner d'Ariel. Maintenant, Ariel aurait crié « Il essaie de me tuer ». Lorsque les randonneurs sont passés, ils ont appelé le 911 dont la police est arrivée. Ariel a été transporté d'urgence dans un centre médical. Gerhardt se serait enfui dans la forêt, au passage. Il a été arrêté 6 heures plus tard après une chasse à l'homme, et selon les procureurs, après qu'il se soit soi-disant enfui, Gerhardt. Et c'est important. Gerhardt aurait appelé son fils adulte et lui aurait dit qu'il avait essayé de tuer Ariel parce qu'elle le trompait. Gardez cela en tête. Cela reviendra plus tard. Les procureurs disent aussi qu'il a dit à son fils vouloir éteindre son téléphone pour éviter d'être localisé par la police. Ariel aurait subi de graves coupures à la tête à cause de cette roche volcanique de la taille d'une balle de softball avec laquelle son mari l'aurait frappée. Vous avez 2 VTAE qui rapportent qu'elle a dû subir une opération quelques jours plus tard lorsqu'elle était rentrée chez elle, à Maui. Elle a appelé la police pour signaler un objet très suspect trouvé dans le placard de Gerhardt selon un mandat. Citation. Ariel a découvert ce qui semblait être plusieurs seringues et plusieurs flacons de médicaments différents. En parlant avec Ariel par téléphone, conversation qui a été enregistrée. Ariel a décrit les seringues vues dans la sacoche banane Nike comme transparentes et ordinaires, et les flacons comme des flacons d'hôpital. Et elle a également révélé que la sacoche banane était, je cite, le sac médical de Gerhardt qu'il emporte avec lui lorsqu'il va et vient du travail en tant qu'anesthésiste maintenant. La sacoche banane a été récupérée au domicile par les agents qui l'ont immédiatement envoyée sur l'île d'Oahu. Un officier de police d'Honolulu l'a fouillé, a pris des photos de ce qu'il a trouvé à l'intérieur, ce qui comprenait apparemment plusieurs seringues, plusieurs flacons de différents médicaments anesthésiants que l'on trouve souvent dans les hôpitaux. Maintenant, évidemment, sans surprise, Ariel a demandé le divorce de Gerhardt. Et bien qu'elle ait initialement demandé cette ordonnance restrictive temporaire contre lui, elle l'a apparemment abandonné. Surtout qu'il était enfermé derrière les barreaux en attendant son procès. Son avocat a dit que cela permettait de se concentrer sur l'affaire pénale. Alors, mettons tout ça de côté, d'accord? Après qu'un grand jury a inculpé Gerhardt pour tentative de meurtre au 2e degré et qu'il a plaidé non coupable. Maintenant, nous devons parler de ce que fait son avocat. D'accord, il essaie de faire rejeter l'affaire. Est-ce que ça va marcher? C'est la question. Pendant que j'expose les arguments, j'invite Philippe Dubé, ancien avocat commis d'office adjoint du comté de Los Angeles. Merci d'être revenu, Philippe. C'est un plaisir de te voir. Avant même d'entrer dans les détails des arguments, d'accord, et ils sont vraiment, vraiment intéressants. Avant même d'aborder cela, avant même d'entrer dans les détails de cette affaire. De manière générale, à quel point les requêtes en irrecevabilité sont-elles couronnées de succès dans les affaires pénales à ce stade? Elles ne le sont jamais, vraiment pas. Jamais, jamais. Non. C'est très rare. Selon mon expérience, une accusation de meurtre qualifié ou de tentative de meurtre est rarement abandonnée à ce stade précoce. C'est très rare. De temps en temps, il arrive que certaines de nos requêtes soient acceptées, mais elles ne sont pas aussi favorables que le rejet pur et simple des accusations. Cela peut simplement réduire les preuves qui seront présentées au procès, mais sinon, non. Et même si ces requêtes aboutissent, le procureur pourra réunir un nouveau grand jury et recommencer à zéro. Donc, ce n'est pas comme s'il allait s'en sortir aussi facilement. Ils reprennent tout depuis le début. Eh bien, je vais vous dire. Il semble qu'il y ait une tentative, au moins dans l'une de ces requêtes, de faire rejeter cette affaire, je crois. Avec préjudice, n'est-ce pas? Donc elle ne pourrait pas être représentée devant le grand jury. Alors, examinons cela. Je vous entends. C'est rare, mais cela arrive. Y a-t-il une chance que l'accusation soit abandonnée? J'aimerais en discuter. Donc il y a 2 requêtes distinctes en irrecevabilité dont nous allons parler. Je vais les prendre une par une. Je veux commencer maintenant par la première requête en irrecevabilité. La première requête en irrecevabilité affirme qu'il existe 2 motifs différents pour faire rejeter l'affaire, pour obtenir son annulation. Premièrement, l'argument est que l'accusation n'a pas présenté de preuves disculpatoires au grand jury qui a inculpé Gerhardt, c'est-à-dire des preuves tendant à montrer qu'il n'est pas coupable du crime. Donc maintenant, votre question est probablement, de quelles preuves parle-t-il? Eh bien, ils font référence à ces formulaires médicaux que, apparemment, 2 médecins ont remplis. La défense soutient ici que cela montre, selon eux, que ces médecins ont conclu que les blessures d'Ariel, je cite, n'ont pas créé un risque substantiel de décès. Pourquoi est-ce important? Je vais vous expliquer. La défense soutient que pour prouver une tentative de meurtre au 2e degré, il faut démontrer que l'accusé a agi avec l'intention de tuer,
ce que l'accusation n'a pas prouvé selon la défense. Deux médecins ont examiné la plaignante peu de temps après que l'incident reproché aurait eu lieu. Les deux médecins estiment que ces blessures n'ont pas créé de risque important de décès. Le prévenu aurait agressé la plaignante avec une pierre, qui, selon le détective Spacek, était plus petite qu'une balle de softball. Dans une mesure sans risque majeur de décès, cela constitue clairement une preuve circonstancielle disculpatoire, montrant que l'accusé n'avait pas l'intention requise pour prouver la tentative de meurtre, en l'absence de preuves similaires. L'État a donc induit le grand jury en erreur d'une manière qui a porté préjudice à l'indépendance et à l'impartialité du grand jury. Maintenant, je vais vous dire, j'ai examiné le rapport du médecin, ou le rapport apparemment médical qui est inclus ici en tant que pièce jointe. Et à côté, est-ce que la blessure a créé un risque important de décès? Il y a une coche à côté de la case qui dit non, d'accord, Philippe, à toi. Est-ce que c'est un bon argument? Parce qu'en gros, ce serait qu'il n'y avait, enfin, sauf si je me trompe, vraiment aucune façon pour lui de la tuer avec la pierre. On peut aussi dire qu'il aurait pu la tuer, mais c'est une tentative de meurtre au second degré. Il aurait pu le faire, il ne l'a juste pas fait. C'est exactement le problème pour le bon docteur ici, et je ne parle pas du médecin qui a donné son avis, je parle du docteur Koenig. Le critère n'est pas de savoir s'il aurait pu causer la mort, le critère porte sur son intention. En d'autres termes, quand il a essayé de la pousser d'une falaise, ou quand il a essayé de lui injecter quelque chose avec une seringue, ou quand il a essayé de la frapper à la tête avec une pierre, quelle était son intention? Le fait qu'il n'ait pas pu réaliser son intention ne signifie pas qu'il est innocent, mais simplement qu'il est coupable de tentative. Parce que, pour autant qu'on sache, et s'il avait continué à la frapper à la tête avec cette pierre, et s'il avait pris cette pierre et l'avait vraiment écrasée sur sa tête, 15, 20, 30, 40 fois jusqu'à sa mort. Le fait qu'elle ait peut-être été frappée une ou deux fois, et peut-être que l'acte a été contrecarré par des randonneurs ou des gens, vous savez, qui marchaient sur le sentier, cela ne veut pas dire que l'acte n'aurait pas pu être accompli. Le test vise à déterminer ce qu'il pensait alors, et le grand jury devait trancher. N'est-ce pas? En d'autres termes, cela aurait été différent. Par exemple, si quelqu'un prend un oreiller et frappe quelqu'un, là, on pourrait dire, la loi ne permet pas de qualifier cela de tentative de meurtre, l'affaire doit donc être rejetée. Mais quand il s'agit d'une pierre, d'une seringue, ou qu'on tente soi-disant de la jeter d'une falaise, vous pensez que deux choses peuvent être vraies à la fois, n'est-ce pas? Un médecin peut estimer l'absence de risque de mort en observant ses blessures, mais il peut aussi y avoir eu une intention de la tuer. Absolument, et vous? La vraie question est, qu'est-ce qui se serait passé si ces randonneurs n'étaient pas arrivés sur le chemin? Cela signifie qu'il aurait potentiellement pu mener l'affaire à terme, en supposant que l'accusation ait raison dans sa théorie, et si tel avait été le cas, cela aurait potentiellement pu rester non résolu. Parce que ce qui se serait probablement passé, c'est qu'elle serait morte et que son corps aurait été jeté du haut de la falaise dans l'océan Pacifique, et elle n'aurait peut-être même jamais été retrouvée. Mais le critère est celui de l'intention. Que l'acte substantiel ou la commission de l'homicide sous-jacent soit effectivement réalisé ou non est sans importance. Tout ce qui compte vraiment, c'est de savoir si l'acte était accompagné de cette intention malveillante. Pour cet argument, le grand jury n'a pas vu ces rapports. C'est bien l'argument, non? S'agit-il d'informations disculpatoires? Dans la mesure où cela induit le grand jury en erreur, l'affaire devrait être rejetée. Quel est votre avis sur le fait que ce genre de preuve ne soit pas présenté au grand jury? Parce que certaines personnes pourraient dire, moi quelqu'un pourrait dire, attendez une seconde. L'audience du grand jury n'est pas un procès, ce n'est pas un peu à sens unique. Ce n'est pas ce que présente l'accusation. Alors parlez-moi de la règle concernant les informations disculpatoires devant un grand jury. Et dites-moi s'ils ont un argument qui aurait dû être présenté. Bonne question. Beaucoup dépend du nombre de jurés ayant voté pour l'inculpation. Et je pense qu'en vertu de la loi d'Hawaï, ils en ont besoin de 9, s'il n'y en a eu que 9 sur les 12. Ces preuves auraient pu ou dû être présentées, et on peut penser que moins de 9 auraient alors voté pour l'inculpation, ce qui signifie qu'il n'y a même pas de motif probable, vous savez, de croire qu'il a même commis le crime, sans parler d'une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Et si ces rapports avaient été présentés, cela aurait pu faire pencher la balance en faveur de ne pas rendre un véritable acte d'accusation. Maintenant, d'un autre côté, encore une fois, cela revient à ce que j'ai dit plus tôt. Je ne crois pas cela. Ces rapports, même s'ils ne montrent pas une avancée significative vers la commission du crime, prouvent qu'ils n'auraient de toute façon pas pu le faire.
Tout ce que cela prouve vraiment, c'est Dieu merci qu'il ne l'a pas fait et Dieu merci qu'elle a survécu. Mais cela n'annule ni n'efface son intention sous-jacente. C'est son aspect légal. D'accord. Donc on met ça de côté pour l'instant. On en reparlera dans une minute parce qu'on va essayer de voir à quoi on peut s'attendre ici. Mais je veux passer au deuxième motif de rejet dans cette première requête, en irrecevabilité, et c'est encore une fois l'argument de la défense de Gerhardt. Cet argument concerne le oui-dire. Maintenant, Philippe, rapidement, avant qu'on entre dans tous ces détails, en termes simples, qu'est-ce que le oui-dire? Pourquoi est-ce mauvais? Pourquoi ce n'est pas autorisé lors d'un procès? Commençons simplement par là. Comme ça, on sera tous sur la même longueur d'onde. Voici l'essentiel. Le oui-dire, c'est quand vous citez quelqu'un en dehors du tribunal, au tribunal. Vous ne pouvez pas citer des personnes qui ont dit des choses en dehors du tribunal. Vous avez besoin que cette personne vienne témoigner et la raison en est que c'est fondamentalement peu fiable de simplement présenter les déclarations d'autres personnes sans avoir l'occasion de les contre-interroger et de tester la validité, l'exactitude et la véracité de la déclaration. Donc, lorsqu'elles arrivent par l'intermédiaire d'une troisième, quatrième ou cinquième personne à travers plusieurs couches. Alors, cela remet en question si le fait réel est dilué ou non, et vous ne voulez pas induire en erreur, en particulier un grand jury, sur ce qui a été dit. Sinon, vous mettez inutilement des gens en procès pour des crimes passibles de la perpétuité. Donc, je pense qu'en toute équité, surtout quand le seuil est déjà si bas, vous devez faire venir vos témoins et les faire témoigner sur ce qui s'est exactement passé et ce qui a été exactement dit, et non pas par l'intermédiaire de tiers. C'est l'une des explications les plus claires que j'ai entendues. Je suis heureux que vous l'ayez présentée, car c'est exactement cela. Ce n'est pas simplement qu'un prévenu doive se défendre seul. Si quelqu'un vient et dit oui, Jean Smith m'a dit que l'accusé, vous savez, a dit qu'il l'avait tué. Ah, c'est vous voyez, parce que encore une fois, comment? Quelle est la fiabilité de cela? Comment pouvons-nous, vous savez, vérifier si c'est vraiment vrai, ce qui a été dit? À moins que vous n'ayez cette personne qui témoigne, il existe des exceptions pour certaines déclarations qui sont admises à d'autres fins. Mais nous allons mettre cela de côté pour l'instant. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe ici. Donc, la défense affirme que l'accusation a présenté des preuves de oui-dire trompeuses au grand jury et que l'affaire doit maintenant être rejetée. La défense affirme qu'un procureur peut soumettre des preuves de oui-dire à un grand jury du moment que ce n'est pas trompeur. Ici, la défense soutient que l'État a présenté un triple oui-dire lorsqu'ils ont essayé de le démontrer. Gerhardt, une fois de plus, aurait avoué à son fils Émile ses intentions, selon la défense. Attendez, il n'a pas vraiment dit ça, donc. La défense indique que l'accusation a présenté le témoignage du détective Spacek devant le grand jury concernant l'entretien d'Émile avec la police. La défense affirme que la déclaration du détective Spacek semble répéter et déformer ce qu'a dit le détective qui a interrogé Émile, ainsi que ce qui était écrit dans son rapport. Que cela a déformé ce qu'Émile a réellement dit. Cela peut sembler un peu compliqué, alors laissez-moi vous expliquer. La première question avant d'entrer dans le détail est la suivante. Pourquoi Émile n'a-t-il pas simplement témoigné correctement devant le grand jury dès le départ, n'est-ce pas? En cas de doute sur ses propos, il faut le faire témoigner. Voilà le premier problème. Obtenir son témoignage sur ce que son père aurait dit. Parce que, selon la défense, le détective Espace aurait dit au grand jury que, bien qu'Émile ait été informé de l'audience du grand jury, il n'était pas disponible. La défense explique qu'il était à Pittsburgh, en Pennsylvanie, sans savoir quand il reviendrait à Hawaï pour témoigner. Attendez, être en Pennsylvanie ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas témoigner selon la loi ou pour lui dire. Il aurait pu le faire par vidéo ou téléphone. L'accusation aurait pu l'assigner à comparaître et obtenir sa déposition officielle. Et simplement remplacer par des preuves de oui-dire sur ce qu'Émile aurait prétendument dit, ça ne suffit pas. Philippe, avant de parler d'Émile, je dois revenir à l'argument initial. La défense a-t-elle raison? Est-il vraiment considéré comme un témoin disponible selon la loi? Pas du tout. Il est complètement disponible. L'indisponibilité est un terme juridique. Indisponible ne veut pas dire que vous êtes occupé ailleurs, que vous avez d'autres engagements, que vous partez en vacances. L'indisponibilité signifie que vous êtes mentalement ou physiquement incapable de venir au tribunal.
Ou bien il y a un risque que vous tentiez de fuir la juridiction, ce genre de choses. Ou bien il ne pouvait pas autrement obtenir sa présence par voie de procédure après avoir fait preuve de la diligence requise. Il n'avait rien de tout cela. À la place, il a simplement dit au téléphone, je ne peux pas venir. Eh bien, cela ne signifie pas que vous êtes légalement indisponible, donc vous ne pouvez pas utiliser cela comme justification. Pour admettre ces ouï-dire trompeurs devant un grand jury, le souci pour le docteur est qu'en vertu de la loi d'Hawaï, ils sont recevables lors des procédures du grand jury. Cependant, cela ne doit pas être trompeur. D'accord? L'aspect de l'indisponibilité ne le rend pas forcément trompeur. Ce qui le rend trompeur, c'est exactement ce que les policiers ont fait. En d'autres termes, est-ce que le bon docteur a avoué à son fils ou est-ce que son fils a tout embrouillé N'est-ce pas? et si confus que cela a laissé le jury avec la conclusion inévitable qu'il avait bel et bien avoué? Et c'est une accusation grave parce que les aveux sont la pire preuve contre les accusés dans les procès criminels. Sans. Donc toi, on commence avec l'idée que, d'accord, la défense présente un argument, n'est-ce pas? Émile aurait pu témoigner. Passons à la deuxième partie, la défense soutient leurs allégations. En gros, l'accusation voulait s'assurer qu'Émile ne soit pas disponible pour témoigner afin de pouvoir entrer stratégiquement. Des preuves de triple oui-dire qui donnent faussement l'impression que Gérard a avoué. C'est leur allégation et selon la défense, la transcription de l'entretien d'Émile avec les détectives du Metropolitan Police Department ne reflète pas clairement ce que le prévenu avait réellement dit et admis. La transcription montre qu'Émile pensait que son père avait avoué avoir voulu tuer Ariel en la poussant de la falaise. Au début, Émile a déclaré au détective qu'il a tenté de la tuer en la poussant de la falaise. Mais lorsqu'on lui a demandé plus précisément quels mots son père avait réellement utilisés, Émile a répondu au détective. C'est ce qu'il a dit, eh bien j'ai enfin, en gros. Il a juste dit, j'ai essayé de la tuer, et moi j'ai demandé, là où il se tenait, et ils étaient au bord d'une falaise. Et il disait qu'il allait sauter. Donc je suppose que c'est ce qu'il voulait dire, ont-ils ajouté. Ce qu'Émile a ensuite clarifié, c'est que l'accusé n'avait pas avoué avoir essayé de la tuer en la poussant de la falaise, mais qu'Émile avait simplement supposé qu'il avait essayé de la tuer en la poussant de la falaise, poursuit la défense. Citation. Le détective Pagéo a également déclaré dans son rapport, citation. Plus tard, Émile a précisé que son père avait admis de façon vague avoir poussé Ariel de la falaise. La transcription ne le montre pas, a déclaré Émile. Citation. Son père l'a dit vaguement. Émile précisait que son père avait vaguement avoué avoir tenté de tuer Ariel en la poussant de la falaise. Ce sont les reformulations et les choix de mots du détective, pas ceux d'Émile. Le rapport du détective Pagot déforme donc les propos d'Émile en affirmant qu'Émile a dit que son père l'avait dit de façon vague. Le ça avoue avoir tenté de pousser Ariel de la falaise. Une lecture honnête des remarques clarificatrices d'Émile est qu'Émile a supposé que son père avait avoué, plutôt que son père avait explicitement avoué. Le témoignage du détective Spacek devant le grand jury répète ce qui est écrit dans le rapport du détective Pagéo. Et concernant la clarification d'Émile, le détective Spacek a dit au grand jury, je cite, oui, il l'était, vous savez, au début. Au début, il a dit que son père, Gerhard Gerhardt, lui avait dit qu'il avait essayé de tuer Ariel en la poussant de la falaise. Plus tard, il a précisé que Gerhardt avait fait ce commentaire vaguement. Le détective Spacek a non seulement attribué la remarque vague du détective Pagéo à Émile, mais il a aussi totalement accepté l'aveu d'Émile sur le fait qu'il pensait que son père voulait pousser Ariel de la falaise. De la falaise plutôt que son père ait explicitement avoué l'avoir fait. Bien que le rapport du détective Pagot, imparfait, ait noté qu'Émile supposait quelque chose, le témoignage du détective Spacek devant le grand jury n'a pas mentionné cela. Alors que le triple oui-dire est préjudiciablement ambigu et confus, un témoignage direct d'Émile lors de la procédure devant le grand jury aurait pu clarifier les ambiguïtés de l'ouï-dire. Philippe, à ton avis? Et c'est pour cela que la loi d'Hawaï prévoit cette règle selon laquelle, bien que l'ouï-dire soit recevable devant un grand jury, il ne doit pas être trompeur. Et quand on a toutes ces façons multiples d'interpréter, quoi, si jamais le docteur Koenig a dit au fils ce que le fils a répondu, vous laissez le grand jury devoir deviner et se souvenir. Cela revient à ce que je viens de dire plus tôt, lorsque la barre est si basse, à savoir que c'est basé sur une conclusion de cause probable que le crime a été commis et que le docteur l'a commis.
Et comme il faut 9 voix sur 12, il est tout à fait possible que tout cela, quand on le synthétise, ait en fait abouti à moins de 9 voix. Il n'aurait peut-être pas rendu d'acte d'accusation. Donc, ce que vous devriez faire, ou ce que le juge devrait faire dans ce cas particulier, c'est renvoyer l'affaire devant le grand jury et recommencer la procédure de cette façon. Je ne pense pas que cette requête doive être acceptée avec préjudice, mais qu'elle doit être acceptée. Parce que je ne pense pas qu'être paresseux, un peu indolent, soit suffisant pour dire que cette poursuite devrait être définitivement interdite. Si ce docteur a vraiment fait cela à sa femme, il ne devrait pas échapper à la justice. Juste parce qu'un procureur a été un peu paresseux en obtenant un témoin vedette devant le grand jury. Et cela vient de quelqu'un qui disait que ces requêtes ne sont jamais accordées. C'est donc remarquable. L'argument principal est que ces défauts présumés augmentent injustement le risque d'inculpation par les jurés, qui auraient agi différemment s'ils avaient su cela. Les médecins ont conclu qu'il n'y avait pas de risque substantiel de décès et que Gerhardt n'a pas avoué à proprement parler. Le dossier de l'accusation serait moins solide aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné, la défense a déposé une deuxième requête en irrecevabilité. Il s'agit d'un argument plus court. En gros, l'argument ici est que la défense n'a pas reçu l'avis ou les détails nécessaires conformément à la loi concernant l'accusation spécifique. Par exemple, quel est précisément, je cite, le pas substantiel franchi pour la tentative de meurtre au deuxième degré? L'acte d'accusation est-il trop général? Ce n'est pas assez précis? Pas substantiel n'indique pas au prévenu la nature du pas sous-jacent. S'agit-il par exemple de tenter de pousser le plaignant de la falaise? S'agit-il de tenter une injection d'une substance inconnue avec un flacon et 2 seringues non retrouvées? Ou s'agit-il de la frapper avec une pierre plus petite qu'une balle de softball, lui causant des blessures sans risque important de mort? Ils interpréteront les preuves à leur façon et affirme que l'acte d'accusation est défectueux. Que Gerhardt, le prévenu, a le droit de savoir contre quoi il doit se défendre. La défense demande au tribunal soit de rejeter l'affaire, soit que le ministère public soit obligé de déposer ce que nous appelons en droit un exposé des motifs, c'est-à-dire essentiellement plus de détails sur les allégations. Ils savent donc ce contre quoi se défendre. Quel est l'acte substantiel? Philippe, que pensez-vous de cette deuxième requête en irrecevabilité? Je pense effectivement qu'elle a du mérite, car si et quand cette affaire ira en procès. La théorie de l'accusation est que la mort allait être causée soit par la seringue, soit par la pierre, soit par la poussée du haut de la falaise. La défense aurait droit à une instruction d'unanimité, où le jury doit conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que l'une ou plusieurs de ces étapes substantielles ont été réalisées. Et si vous n'avez pas une théorie précise sur laquelle l'accusation s'appuie, cela place la défense dans une position intenable où elle doit deviner. Ils ne devraient pas avoir à se préparer et à essayer de réfuter toutes les preuves contre les trois. Ils ont donc droit à de la clarté à ce sujet, conformément à la procédure régulière. Vous renvoyez l'affaire pour exposer des motifs sans la rejeter avec préjudice et le jury peut revenir. On ne sait jamais. Il pourrait être 4 à dire, eh bien non, nous pensons qu'il allait le faire avec une pierre. Vous pourriez en avoir 3 qui disent, eh bien, nous ne savons pas ce qu'il y avait dans cette seringue. Qui sait? Il pouvait simplement l'avoir sur lui car il est médecin, vous voyez. 2 pourraient revenir et dire, je ne crois pas qu'il allait la pousser d'une falaise car il n'était pas assez près du bord. Donc, c'est juste une sorte de, je ne sais pas, une théorie qui n'aurait vraiment pas pu être réalisée parce que physiquement, cela aurait été impossible. Mais au final, je pense que cela devrait être renvoyé pour une demande de précision. Ainsi, la défense sera informée de ce contre quoi elle doit se défendre lors du procès. Donc, en d'autres termes, lorsqu'une audience est fixée ici pour le 9 février, vous allez entendre ces arguments ressassés par la défense. Et vous entendrez les contre-arguments du ministère public. Ils diront sans doute, ce ne sont pas des infos disculpatoires, ce n'était pas trompeur, ce témoin était indisponible. Vous le savez, une démarche substantielle a eu lieu. C'est clair de quoi nous parlons, le juge va devoir prendre une décision ici. Donc vous pensez au final que le juge pourrait réellement annuler cette inculpation et la renvoyer devant un grand jury? Avec tous ces éléments corrigés et peut-être même une demande de mémoire détaillée afin que la défense comprenne mieux quelle est l'action substantielle. Donc vous, malgré le fait que vous disiez que ces requêtes ne sont jamais accordées, vous pensez qu'elles pourraient l'être en partie, Oui, simplement pas avec préjudice. n'est-ce pas? Tu comprends?
Le parquet aura une nouvelle chance, il ne sera pas empêché. Des erreurs sont commises chaque jour dans le système judiciaire par les procureurs. Cela ne signifie pas qu'ils cherchent à tromper l'autre partie, seulement qu'ils ont été un peu négligents. Notre objectif n'est pas de punir un camp ou l'autre. Au final, on veut toujours arriver à la vérité. Et c'est ça le cœur de notre système judiciaire. Et juste avoir un moment du genre, je t'ai eu. Tu n'as pas fait ça, n'est-ce pas? Ça n'a pas été précisé, n'est-ce pas? Le docteur est donc parti libre. Pas à Hawaï, impossible. Je dois encore poser une dernière question. Cette fois, ce sont les procureurs, l'accusation, pas la défense. Ils ont déposé un document et c'était à propos de Gerhardt, n'est-ce pas? Le prévenu, apparemment sur le fait qu'il n'a rien dit à la police avant d'être arrêté. Et comment cela peut être utilisé, peut-être contre lui, donc laissez-moi être clair. Cela peut peut-être être utilisé contre lui s'il témoigne au procès. Alors laissez-moi expliquer cela. Tout le monde sait que les prévenus en pénal peuvent refuser de s'auto-incriminer, mais cela ne signifie pas la même chose pour le ministère public. Cela ne signifie pas que garder le silence ne peut pas servir de preuve de discrédit si vous témoignez, c'est-à-dire pour montrer que vous ne dites pas la vérité. Voici ce qui est dit ici. Je cite, le prévenu n'a pas parlé à la police ni à aucun service d'urgence avant son arrestation le 24 mars 2025, bien qu'il ait eu la possibilité de le faire pendant environ 8 heures entre l'incident et son arrestation. Le jury pourrait en déduire qu'une personne raisonnable, placée dans la situation de l'accusé avant son arrestation, aurait naturellement cherché à raconter son histoire apparemment disculpatoire dès que possible. Son silence avant l'arrestation est suffisamment probant quant à la crédibilité de l'accusé et constitue donc un sujet légitime de contre-interrogatoire. L'État peut soulever le fait que l'accusé n'a pas révélé son histoire à la police avant son arrestation, comme question de crédibilité sous réserve de l'appréciation du jury. En résumé, Philippe, ils disent il a choisi de témoigner et de se défendre. Ils peuvent donc demander pourquoi il n'a pas raconté son histoire à la police ou aux premiers intervenants. Pourquoi n'étiez-vous pas catégorique? Oh mon Dieu, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ont-ils raison? Peuvent-ils inclure cela? Peuvent-ils lui poser des questions à ce sujet s'il témoigne? La Cour suprême des États-Unis a jugé dans les années 60 que le silence avant l'arrestation peut être retenu contre un accusé qui témoigne si c'est pertinent. Vous ne pouvez pas juste inventer ou parler du silence. C'était 3 ans avant l'incident ou l'arrestation. Mais si, au niveau temporel, cela se situe au moment ou autour du moment du crime et de l'arrestation, cela peut être admis. La question est de savoir si le tribunal l'autorisera. C'est toujours discrétionnaire, ce n'est pas obligatoire, mais prendre la parole à la barre est une entreprise risquée et vous le faites à vos propres risques. Et il devra être prêt, s'il témoigne, à s'expliquer, car on lui demandera pourquoi il n'a pas volontairement fourni certaines informations. Maintenant, pour être juste envers le bon docteur, et je le dis tout le temps, vous savez, même s'il est docteur et qu'il est instruit dans son domaine, il n'a probablement jamais été suspect dans une affaire criminelle auparavant. Il n'a probablement aucune idée de ce qu'il sait ou ne sait pas, ni même si cela est pertinent pour une enquête criminelle. Et je pense qu'il est injuste d'exiger cela d'une personne lambda, d'un civil, mais malheureusement, ces arguments devront être réservés à votre plaidoirie, devant le jury. Et il va devoir justifier chaque silence ou omission pour éviter une condamnation, car selon la loi d'Hawaï, ces chefs d'accusation entraînent la perpétuité. Philippe Dubé, ah, tu m'as beaucoup manqué, merci. Analyse superbe, j'apprécie toujours ton avis. Merci encore. Merci à toi aussi. C'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment, ici sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, à bientôt.